Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc toujours nu égale à 0. Sous les hypothèses, on va bien voir les hypothèses, hein, donc existence et unicité d'une solution régulière. Alors, mon cadre de travail, que va-t-il être? Mon cadre de travail va être de regarder, à nouveau comme ça je vais pouvoir tout effacer, d'écrire divergence de dH sur dP. Alors je veux omettre le x parce que ça ne change rien. M égale à 0. du sur dt plus h de x et le gradient u. Je dis que je mettais le x. Plus h de gradient u égale f de m. Alors, les hypothèses que je vais faire, et puis, pardon, m en t égale à 0 égale m0, m en t égale grand T égale m1. Bien. Les hypothèses que je vais faire, je vous ai déjà, c'est m0, m1, petit f, h, tout est régulier. Toutes les données sont régulières, si vous voulez. Je vais supposer que f est strictement croissante, c'est-à-dire f est croissante, mais je vais, et que h est convexe, mais ça, je dirais que ça fait presque partie de... On a bien déjà compris pourquoi la non-croissance de f pouvait entraîner des systèmes mal posés, déjà lorsque je regardais un problème, entre guillemets, plus simple, où je ne prescrivais pas m au debout. Donc, que l'on mette cette hypothèse n'est absolument pas gênant. H convexe, bon, ça fait partie des règles du jeu. Et les vraies hypothèses que je vais mettre là-dedans donc, sont que, d'une part, f' est strictement positif, que H est strictement convexe, H seconde strictement positive, de sorte que je n'ai pas droit à gradient U à la puissance 4, qui est C infini. Mais dans la dérivée seconde, ça annule en 0. Donc ça, je reviendrai dessus. H seconde est strictement positif. Et puis, ce qui n'est pas assuré par H seconde strictement positif, je veux que H soit surlinéaire. Que H de P sur P tende vers l'infini, en P tend vers l'infini. Bon, c'est pas forcément ça. Il y a plein de variantes, c'est pas... Cette dernière hypothèse, je la mets là, mais en revanche, on peut travailler dessus. En revanche, ça, c'est important. Sur l'aspect régularité, on peut économiser, ce n'est pas le problème. Bon. Alors ça, c'est pas une démonstration simple, comme je l'indique. Enfin, démonstration, je n'ai pas de données énoncées. Alors, il serait bon que je donne un énoncé. Alors, le théorème, je vais le mettre là, puisque ça, je n'en ai vraiment plus besoin. Le théorème, c'est qu'il existe une unique solution du système MFG sous ces hypothèses, qui est d'ailleurs régulière par rapport à M0, M1. Alors, U à une constante près. Hein. Parce que dans ce problème-là, je peux toujours rajouter une constante à U, ça ne change rien. Donc, il existe une unique solution UM où U est donnée à une constante près. Donc, il faudrait rajouter, disons, moyenne de U égale à 0 sur en xt, par exemple.
Donc il existe une unique solution UM régulière. Ah. Pardonnez-moi, régulière. Là, la régularité étant évidemment une information importante pour l'existence, pour unicité, on peut être très économe. Donc ça suffit, et je mets en remarque que UM dépend de manière régulière des données. Entre parenthèses, on a cette information supplémentaire. Donc j'insiste sur ce point-là parce que quand je parlerai de linéarisation et que je constaterai des difficultés, on ne peut pas tout à fait exclure que le manque de régularité, que le caractère mal posé de la linéarisation ne reflète pas que le problème de départ soit désespéré, mais en tout cas qu'il n'y a peut-être pas assez de régularité de la solution pour avoir une dépendance régulière par rapport aux données. Parce qu'il y a des théorèmes très généraux qui disent que si on a des solutions régulières pour des équations elliptiques, suffisamment régulières, et que tout est, disons, analytique, alors la solution est analytique, en particulier par rapport aux données. Donc avoir de la régularité entraîne, et de caractère bien posé, entraîne automatiquement que la solution dépend de manière régulière des données. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a peut-être des régimes. Là, on a des solutions régulières. On avait par minimisation une solution ultra faible. Bon. Dans le cas déterministe, il y a tellement peu d'écart entre les hypothèses sur le problème de contrôle optimal et l'hypothèse de régularité que ce n'est pas forcément très grave. À ceci près, sur le H seconde est strictement positif. Bon. Donc, attention, tous les mots comptent dans le théorème. Bon. Alors, comment quelques préliminaires. Donc, démonstration. Premier point des préliminaires. Dans ces préliminaires, il y a d'abord une remarque qui ne mange pas de pain, qui consiste à dire je peux toujours supposer que f de z, qui étant une fonction croissante, est toujours supérieure ou égale à f de 0 pour z est positif et supérieur, disons, à 1, sans perte de généralité. Pourquoi? Bien, il suffit de remplacer u par u plus t. Si vous remplacez u par u plus t, vous ne changez rien à son gradient. En revanche, dans l'équation qui est ici, vous ne changez rien à h de gradient u, mais dans le du sur dt, vous rajoutez plus 1. Donc on peut supposer que le f est strictement positif. Bien. Deuxième remarque, c'est qu'on peut éliminer f m égale f moins 1. Pardonnez-moi. Donc on peut se ramener, comme nous l'avons déjà fait, à une équation elliptique, puisque ça, c'est un calcul qu'on a déjà fait. Donc je vais vous réécrire le résultat. Mais évidemment, ça ne change rien. C'est simplement ce qui se passe au bord qui est différent. Donc, le schéma, c'est qu'on a ici une boîte de 0 à grand T. On a ici Q, et mes X. Et ici, le temps. Donc, on a une équation dans cette boîte. Cette équation, quelle est-elle? Je l'écris pour U. C'est d'écrire d2U sur dt2. La manière dont on l'avait obtenue, c'est de dire m, c'est une certaine fonction de du sur dt et de h de gradient u, et je remplace et je reporte dans l'équation en m cette expression. Et je fais le calcul. Je ne vais pas refaire le calcul. Ben, vous voyez bien que m, c'est une fonction de du sur dt, et vous voyez que ça commence à ressembler à du d2u sur dt2.
Donc, bien, effectivement, c'est ce que l'on récupère. D2U sur dt2. Ensuite, on va avoir plus 2. Alors, H' de gradient U, gradient du sur dt, plus D2 x en U qui s'applique, ça c'est une matrice symétrique que je vais appliquer à H' de gradient U, H' de gradient U. Gradient, c'est les dérivées spatiales, hein, c'est les dérivées en x. Et enfin, un dernier terme qui correspond à écrire H seconde de gradient U appliqué à D2U, ça c'est au sens de la trace du produit de ces deux matrices symétriques. Si H est un demi de P2, H seconde c'est l'identité, et D2U c'est le Laplacien. Donc, si vous voulez, c'est le produit scalaire pour les matrices symétriques. À ceci près que ceci est maintenant multiplié par un certain petit h, c'est égal à 0. Donc, voilà mon équation elliptique. On va revenir sur l'ellipticité. Elliptique quasi-linéaire avec donc h, qui est en fait une fonction petit h de du sur dt plus h de gradient u. Donc, ça ne dépend que des dérivées premières. Et la fonction h de z est donnée par f-1 de z, f' de f-1 de z. Ouais. Alors ça, c'est le calcul que j'ai fait, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On obtient cette équation, je le répète encore une fois, en extrayant m comme fonction des dérivées premières de u et en reportant dans la première équation cette expression. Donc ce que vous avez ici, que j'encadre, est une équation elliptique et d'ailleurs même alors, quasi-linéaire dans le sens où ça dépend de manière non linéaire des dérivées premières. Une équation quasi-linéaire uniformément elliptique en xt. Alors, pourquoi uniformément elliptique? C'est que vous voyez que si je prends ici d2u sur dt plus 2h' gradient du sur dt plus fondamentalement h' carré des 2u, ça c'est elliptique dégénéré. Et je rajoute quelque chose à l'équation qui est aussi strictement positif en x. Et donc ça rend le tout défini positif. Pourquoi c'est strictement positif? Parce que h seconde est positive et que h est strictement positif. Parce que ici, c'est grosso modo, c'est le m, ça, hein, ici, f-1 de z, c'est m, et je vais chercher des solutions m strictement positives. Oui, d'ailleurs, quand je dis le théorème, il existe une unique solution régulière, et vérifiant pour l'existence que m est strictement positif. Alors, ça, c'est une conséquence de la régularité, hein, mais... Parce que si c'est de la régularité et qu'on est en train de faire du transport d'une mesure à partir d'une mesure strictement positive, elle reste strictement positive. Bon. Et donc, on a une équation qui est effectivement très non linéaire, mais qui est uniformément elliptique. Si vous regardez toujours en dimension 1 pour qu'on voit bien la matrice des coefficients de cette équation elliptique, par rapport aux dérivées secondes temporelles, ben vous avez 1, c'est d2u sur dt2 que multiplie 1. Les termes produits, donc on les compte 2 fois, hein, c'est h' de gradient u, c'est la dérivée en xt. Quant à la dérivée en... J'écris les choses comme si on était en dimension 1. Et quant aux dérivées secondes spatiales, je ne vais pas mettre gradient U, je vais simplement mettre h', c'est aussi simple. Ici, je vais mettre h seconde fois petit h, plus h' carré. Bon,
ça c'est strictement positif, ça c'est strictement positif, et le déterminant à nouveau, vous voyez que les h' carrés s'en vont, et bien que le déterminant, ça me fait h seconde h, donc il est strictement positif, donc c'est bien uniformément elliptique, en tout cas strictement elliptique. Uniformément, ça voudrait dire uniformément par rapport au gradient. Il vaudrait mieux dire strictement elliptique. Donc ça, c'est la deuxième observation, qui est quelque chose de connu, mais regardons maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, mon problème de planification? Mon problème de planification, c'est les conditions aux limites. Ces conditions aux limites, que sont-elles? C'est M donné. Mais M donné, ça se traduit comment en équation en U? Ben, c'est uniquement par ça. Donc c'est qu'on va avoir deux conditions en t égale à 0. Eh bien, vous avez du sur dt plus h de gradient U égale f de m0, et qu'en t égale grand T, en petit t égale grand T, vous avez du sur dt plus h de gradient U qui est donné f de m1. Alors, vous voyez que ce sont effectivement des conditions qui sont données en t égale grand T, qui sont données en t et en petit t égale 0, et que ces conditions en t égale à 0 et en t égale à grand T, ce sont des conditions non linéaires de Neumann. Hein. Puisque, regardez, la dérivée temporelle dans cette boîte, c'est la normale. Même chose ici, c'est une condition de Neumann non linéaire. Également, vous voyez bien que U, qu'il n'y a aucune dépendance en U, ça ne dépend que de gradient U et de D2U, donc U est bien donné à une constante près, ce qui n'aide pas les choses. Et donc, bon, certes, c'est une équation uniformément elliptique, mais enfin, il y a tellement de non-linéarité là-dedans, plus le fait que U soit donné à une constante près, que vous ne trouverez pas ça dans les bouquins. Hein. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train réellement de vous dire, c'est que pour des problèmes elliptiques, même plus généraux que ça, il existe une unique solution régulière. Donc, ça devient maintenant un théorème sur les équations quasi-linéaires qui va au-delà des jeux à champ moyen. Bon. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un troisième préliminaire qui est une longue histoire. Ça nous ramène au bon temps de la guerre froide où, effectivement, à chaque fois que quelqu'un démontrait un théorème à l'ouest, il y avait des correspondants à l'est qui disaient « mais nous aussi, on l'a fait ». Parfois, c'était vrai, parfois, c'était copié. On va dire les choses gentiment. Et indécidable, hein, vu les conditions de travail abominables dans lesquelles, et les conditions de vie dans lesquelles étaient les gens, mais qui néanmoins travaillaient fort bien. Il ne faut surtout pas trop répéter ça, parce qu'on pourrait croire qu'on peut très bien travailler dans la recherche dans des conditions abominables. Bien. Et de fait, l'école mathématique russe était extrêmement performante. Était. Alors, donc, c'est d'un côté, il y a Sérine, de l'autre côté, donc, il y a Madame Maladzinskaya, éventuellement avec un certain nombre de ses esclaves, donc, comme Waldseva et compagnie. Alors, la moralité, c'est si on oublie les conditions aux limites, donc conditions aux limites standards. Là, on n'est pas dans les conditions aux limites standards. Et je fais simple. Pour des équations quasi-linéaires comme ceci, si vous avez une estimation Lipschitz, vous avez une solution régulière. Donc Lipschitz entraîne estimer Lipschitz. C'est plus que estimer Lipschitz entraîne régulière. Il existe solution régulière.
Alors, ce n'est pas simple, parce qu'une estimation Lipschitz, ça vous dit simplement que les coefficients sont bornés. Et avoir de la régularité, il faut passer de borné à C1 alpha. Une fois que vous avez C1 alpha, vous pouvez bootstrapper. Vous avez Schauder, C2 alpha, etc. Il y a la régularité elliptique. Donc il faut gagner un tout petit peu. Et en fait, le résultat, c'est presque vu comme un théorème de point fixe. C'est que si vous avez, le résultat précis, c'est que si vous avez un chemin, une sorte de homotopie que vous pouvez choisir comme vous voulez, le long de laquelle vous avez des estimations a priori de Lipschitz uniformes, alors il existe une solution régulière. Bon, ce sont des résultats qui sont un peu oubliés, mais qui sont des résultats assez profonds, qui avant remontent à des choses de Leray-Schauder, de Leray-Schauder. Il y a une longue histoire de ces problèmes quasi-linéaires, et probablement il faudrait remonter jusqu'à Bernstein même. Mais enfin, disons surtout Leray-Schauder. Surtout Leray, d'ailleurs. Alors, ça, c'est ces estimations de Lipschitz. Alors, si vous voulez un trajet d'homotopie, ben, le plus simple, c'est de le faire sur les F. C'est-à-dire de tout ramener à 1 exactement. Parce que si vous avez F qui vaut identiquement 1, la solution est triviale, c'est U égale T. Et il y a unicité. Bon, alors l'unicité, on en reparlera. Alors ça, c'est grosso modo valable. Alors bon, il y a des petites variantes parce que ces équations quasi-linéaires, les résultats dont je parle, c'était pour des équations sous forme divergence. Il se trouve qu'il n'y a pas de différence entre une équation sous forme divergence et une équation qui n'est pas sous forme divergence, parce qu'on joue sur les termes d'ordre 1 et qui ne changent rien. Bon. Mais en tout cas, de façon, même si je dis ça, c'est certainement pas vrai avec ces conditions-là, jamais regarder les conditions-là, de Neumann non linéaire. Alors pour les conditions de Neumann non linéaire, ce sont des résultats, ça c'est dans les années 60, et là il faut attendre les années 80, et même à la fin des années 80, avec des travaux de Neil Trudinger, un de ses élèves, Urbas et Guy Lieberman, etc., qui montrent qu'on a les mêmes résultats si on a des équations, des conditions limites de ce style-là. Donc je vais me simplifier la vie. Et quand je dis de ce style-là, je suis encore en train de tricher, parce que là, U est défini à une constante près. Mais enfin, bon, si je normalise U en a moyenne nulle, les méthodes de démonstration s'adaptent. Donc bon, ça ne change rien. Donc je jette un voile pudique sur cet aspect-là. Vous verrez d'ailleurs comment ça marche, ça, parce que quand je vais obtenir des estimations de Lipschitz, on verra comment on peut gratter un tout petit peu de régularité elderienne sur les dérivées premières et donc en déduire l'existence de solutions régulières. Bon, cela dit, Lipschitz, c'est déjà pas mal à démontrer et à obtenir. Bien. Mais Lipschitz déclenche la régularité totale. Bien. Alors, comment on s'y prend? Alors, pour Lipschitz, on va commencer déjà par obtenir des premières estimations a priori. Donc, ça sera la deuxième étape. C'est estimer, et en fait, si on veut obtenir des estimés de Lipschitz, il faut d'abord avoir des bornes sur U. Et les bornes sur U, c'est un peu compliqué, puisque U est défini à une constante près. Donc il faut normaliser U, puis ensuite, une fois qu'on a normalisé, par exemple la moyenne, il faut, et donc grosso modo, quelque part, trouver une borne sur U, ce n'est pas vraiment trouver une borne sur U, c'est trouver une borne sur l'oscillation de U, puisque U est défini à une constante près. Son max moins son min. Mais une oscillation, ça a un goût de dérivée. Et donc, en fait, on va obtenir une estimée sur U après avoir obtenu une première estimée, non pas une estimée ponctuelle sur les dérivées, mais une estimée sur une quantité particulière. Donc, estimée sur M, ou, et de manière équivalente, du sur dt plus h de gradient U. Donc, ce que l'on va montrer, c'est qu'on va montrer que M est dans l'infini. Et ça, c'est absolument général, et même pas besoin du h second strictement positif.
Donc ça veut dire que, grosso modo, ce en quoi on s'attend lorsqu'on prend un problème d'optimisation, c'est que le M il soit toujours borné. Ce qui est déjà pas mal. Là, on a déjà gagné d'un coup, on a gagné un petit peu de régularité. Alors, à quoi c'est vrai ça? Ça, c'est un phénomène absolument général, et je vais m'en servir à plusieurs reprises. Mais ce phénomène général, de quoi provient-il? Il provient du fait que, au bord, cette estimation a priori, donc cette fonction, je l'appelle W, eh bien je connais W en t égale à 0 et en t égale grand T. Donc W en t égale à 0, il est majoré. D'ailleurs, il est majoré, il suffit de dire qu'il est majoré, parce que W, il est toujours positif ou nul. Il est positif ou nul, puisque ça vaut f de m. Donc, quand je veux avoir une borne sur du sur dt plus h de gradient u, j'ai déjà la moitié de la borne gratuitement. C'est positif ou nul. Donc, il s'agit d'obtenir une majoration. Pour obtenir une majoration, eh bien, ça, je l'ai en t égale à 0, c'est d'où l'utilité de regarder cette expression, et ça, je l'ai en petit t égale grand T. Et si je montre que j'ai un principe du maximum sur W, et que donc, le maximum de W il ne peut être atteint qu'au bord, c'est-à-dire en t égale à 0 ou en t égale à grand T, j'en déduirai que W est majoré par ces zéros. Donc, si je mets ici, allez, je vais faire C0 et C1, parce que ça, c'est clair ce que c'est C0, c'est le maximum de f de M0, c'est-à-dire f du max de M0. Qu'est-ce que c'est C1? C'est f du maximum de M1. Eh bien, ce qu'on va démontrer, c'est que W est majoré par le maximum de C0 et de C1. Ce qui n'est rien d'autre que f du max de M0 et de M1. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M est majoré partout par le maximum de M0 et de M1. Puisque W, c'est f de M. Donc, on n'a pas un principe du maximum sur M, ça n'aurait aucun sens, mais on a un principe de borne sur M, qui n'est pas inintéressant comme propriété qualitative, déjà en soi. Alors, ça, c'est un phénomène général d'équations quasi-linéaires, donc je vais vous le faire à part, et on ne va surtout pas garder cette expression. Je suis mal barré. Longtemps. Oui. Où est-ce que c'est on le voit dans l'équation quand on a oublié m que si on se rappelle que c'est m à du sur dt plus h. Je ne comprends pas. Pourquoi w est positif? Ah, à cause de l'équation. W, c'est ça. Non mais, d'accord. Tu veux dire que pourquoi cette équation, c'est la même chose que ceci? Je dis que j'imagine qu'il suffit d'avoir l'équation quasi-linéaire, que ça, c'est inclus dans l'équation. Alors, non, l'équation quasi-linéaire, elle est obtenue comment? Elle est obtenue en reportant cette première... Oui, en fait, ce que je ne dis pas, c'est que j'ai toujours démontré ceci. Et la question que tu me poses, c'est pourquoi on peut aller dans l'autre sens. Bon. Alors, d'une certaine manière, il y a plusieurs réponses à ça. C'est-à-dire, soit on réfléchit en termes de méthode de continuation et qu'on veut des estimations a priori pour ce système. Si je veux des estimations a priori sur ce système, nécessairement, ça vérifie ceci. Mais donc, d'une certaine manière, je peux dire, la réponse la plus simple, c'est que je travaille avec ces deux équations. D'accord ? Et ça entraîne celle-ci. Bon. Mais je trouve qu'en fait, l'équivalence est vraie. Mais ça, je le mets un peu de côté si j'ai un peu de temps, comme je manque un peu de temps. L'équivalence n'est pas démontrée, mais c'est vrai. De toute façon, on peut dire je travaille là-dessus. Donc ta question n'est absolument pas négligeable. Fondamentalement, c'est juste la réciproque, c'est juste de dire que on a d sur dt de quelque chose, et ce quelque chose, on a une certaine conservation, et que donc on doit avoir cette équation, si on a cette équation-là, modulo des constantes, mais les constantes, on peut les absorber dans le U. Donc c'est ça qui permet de boucler. Mais il y a un petit argument, donc je le mets de côté, celui-là.
Alors, donc, pour démontrer maintenant cette estimation, eh bien, ce que je vais écrire, c'est une équation. Je vais faire une proposition générale. C'est que si j'ai moins AIJ de DU, donc c'est une équation maintenant quasi-linéaire elliptique absolument générale, avec un AIJ positif ou nul, strictement positif si on en a envie. Tout est très régulier. Quand j'écris ceci, c'est évidemment une somme sur I et J. AIJ est symétrique et les dérivés se passent par rapport à des variables Y qui sont dans un certain Rm. C'est ça ma variable. Ceci a lieu dans un ouvert O. Ce n'est pas un problème de condition aux limites. Je prends une fonction convexe de Rm dans R et je baptise W égale phi de gradient U, ou de DU. Bon, alors c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. On a une équation de cette forme-là pour U, et je regarde un phi qui se trouve être du sur dt plus h de gradient U. C'est bien une fonction convexe. Alors, on peut trouver un B. Il existe un BI. Donc, j'aurai une formule explicite à la fin du calcul, telle que un BI de gradient U, c'est une certaine fonction de gradient U, telle que moins AIJ DIJW moins BI DIW soit négatif ou nul. Ça, c'est une remarque générale, qui est une variante d'une estimation classique pour phi de DU égale gradient U carré, qui est due à Bernstein, qui dit que si je regarde le module de gradient U au carré, où U est la remarque de Bernstein dans les années 30, était de dire si je prends une fonction harmonique, que je regarde son gradient, que je regarde le module de son gradient au carré, c'est sous harmonique. Sous, c'est l'inégalité qui est là. Et harmonique, en fait, on peut remplacer ça par des choses beaucoup plus générales. Donc ça, c'est une notion très non linéaire de fonction harmonique. Et le gradient U carré, on peut le remplacer par une fonction convexe générale. Mais il y a des termes supplémentaires qui apparaissent que l'on peut contrôler. Alors la démonstration est totalement élémentaire, mais effectivement, si on n'a pas vécu dedans, on ne sait pas forcément que ceci est vrai. Alors, donc, on fait les calculs. Calculons moins AIJ de DIJW. Quand je dérive deux fois une fonction composée, je vais avoir deux termes. Un terme qui va être moins AIJ. Je vais faire DI et je vais faire déjà calculer DJ. DJ. Donc je vais faire la dérivée phi prime P, phi prime K, d'accord, DU, et je vais avoir DKJ, de U. Donc ça, c'est une dérivée seconde. Hein. DI, c'est la dérivée par rapport à YI, DKJ, c'est la dérivée seconde par rapport à YK, YJ. Donc là, j'ai simplement dérivé par rapport à J, phi de gradient U. Ensuite, je continue. Ça fait moins AIJ, le phi prime K, je vais le sortir. Ça fait moins phi prime K, AIJ, DK de DIJU. Puisque, bon, je peux inverser l'ordre de dérivation. Donc là, j'ai dérivé ce terme-là. Maintenant, je vais dériver le phi. Et je récupère moins phi seconde KL, AIJ, DIKU, DJLU. Et ce terme-là, il a un signe. Alors.
Alors, ce terme-là, à quoi correspond-il? Il correspond à prendre la matrice A, la matrice D pour dérivée seconde, la matrice, vous voyez que ça c'est un produit A, I, J, je prends D, J, L, phi seconde K, L, tout ça sont des matrices symétriques, et donc vous avez quelque chose comme A, D, B, D, avec A et B matrices positives, et vous prenez la trace de ces 4 matrices. D'accord? Alors ça, c'est également la trace de DAD, B, en fonction des phénomènes matriciels bien connus, trace de AB égale trace de BA. Et là, vous avez une matrice qui est positive ou nulle, puisque c'est une matrice positive ou nulle multipliée à gauche et à droite par une matrice positive ou nulle, par une matrice symétrique. Et ça, c'est une matrice positive ou nulle. Et donc, tout ceci est positif ou nul. En d'autres termes, tout ça, c'est positif ou nul. Comme j'ai un signe moins, j'ai donc que ceci est inférieur à moins phi prime k. C'est ça, hein, l'astuce de Bernstein, c'est-à-dire il y a un signe. En fait, dans une deuxième étape de la démonstration, j'aurais besoin de garder ce terme-là. Il y a de l'information là. Non seulement il y a un signe, mais il y a un terme. Mais bon, ça va être tellement plus compliqué que ça qu'on va le faire étape par étape. Donc, moins phi prime k A et J, je peux donc me débarrasser de ce terme-là parce que tout ce terme-là est négatif, dk dij. Ouais. Je m'arrêterai là aujourd'hui. Hein. On aura déjà obtenu quelques éléments de la démonstration. Donc, moins ij dk diju. Donc, maintenant, je vais me servir de l'équation. Si je dérive par rapport à k l'équation, je vais avoir deux termes, moins ij dk iju, c'est le terme qui est là, et je vais avoir ce que j'obtiens en dérivant le ij. Donc, le terme qui est ici va être égal à phi prime k diju, et maintenant, je dois prendre le dk de ij du. Bien. Et tout ça, je vais pouvoir le réécrire comme étant un BD de phi de U. De phi. Alors pourquoi? Ça, je peux effacer ceci. Donc, quel est le terme? C'est donc phi prime k diju dk de aij du. Donc, je vais faire aij dérivé par rapport à PL, et je vais avoir un DLK U. Et comment je réécris les choses? J'écris ça aij PL diju. Donc, tout ceci, je le factorise. Ça, c'est quelque chose que je vais appeler BL. Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai phi prime k dlku. Mais phi prime k dlku, ce n'est rien d'autre que dl de phi de gradient u, de phi de du. La moralité, c'est que l'astuce de Bernstein, c'est aij égale constante, matrice fonction harmonique. Il n'y a pas de terme supplémentaire. Lorsque ça dépend de gradient U, il y a un terme supplémentaire, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant parce que c'est un terme du premier ordre. Alors, si on avait en plus de la dépendance en X, ça serait des termes d'ordre inférieur, on pourrait les gagner, on pourrait les manger. Alors, il y a des hypothèses, mais ça se fait. Dès qu'on met de la dépendance en X dans la Hamiltonienne, il va y avoir des hypothèses techniques. C'est pour ça que de croissance de la dérivée par rapport à X, par rapport à ce qu'on fait en H, ça devient tout de suite extrêmement pénible. Mais le principe reste exactement le même. Donc la moralité, c'est que si vous avez une inéquation elliptique sur W, bien le maximum de W dans la boîte, il est atteint au bord, si je reviens à mon exemple.
parce que l'équation, elle est même strictement elliptique, donc le maximum, il ne peut pas être atteint à l'intérieur, puisque c'est le même à IJ pour W et pour U. Donc c'est strictement elliptique, c'est ce que j'ai dit. Si c'est strictement elliptique, un maximum, il ne peut pas être atteint à l'intérieur. Il est atteint sur le bord, mais sur le bord, on sait ce que ça vaut. C'est 0, c'est 1. Donc, on a une majoration sur M, et donc on a un contrôle par-dessous, c'est évident, sur du sur dt plus h de gradient U, et par-dessus, grâce à cette première astuce de Bernstein. On n'est pas au bout de nos peines, mais c'est déjà mieux que rien. OK ? Donc la moralité, c'est qu'on a déjà obtenu une borne sur M, une borne sur du sur dt plus h de gradient U. Alors on voit que dans la démonstration que je viens de faire, donc la troisième étape, qui est de loin évidemment la plus longue et la plus complexe, c'est la dernière étape, ce sera une estimée sur le gradient U. Donc c'est estimer l'infini sur U. Donc ça je vais le faire. Ouais, je vais le faire aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'il me restera? Bien, il me restera à obtenir une estimée l'infini sur le gradient U. Ça, ce sera la semaine prochaine. Alors estimer l'infini sur U, bien, on va se servir de l'équation d'Hamilton-Jacobi. Et on va s'en servir dans les deux sens en temps. Donc on a du sur dt plus h de gradient U qui est égal à f de m. Et qu'est-ce que je sais sur f de m? C'est que j'ai ici un f de x et de t, qui est vraiment f de m et de x et de t. Et je sais que f est positif ou nul. En fait, c'est même supérieur ou égal à 1. Mais enfin bon, peu importe. Et majoré par une certaine constante c. C0, qui est le bazar qui est là-bas. F du max de m0, m1. Alors ça va entraîner, et je suis dans un cadre de situation de solution régulière. Donc je suppose que U est régulière. Eh bien, ceci va entraîner que U est borné à une constante près. Bon. Alors ça, ce n'est pas très compliqué. Il y a pas mal d'experts dans la salle de l'équation de Hamilton-Jacobi. On comprend bien comment ça marche, mais enfin, bon, on va faire la démonstration. Il faut la régularité. Si je prends que des solutions de viscosité, ce n'est pas vrai, ça. Je n'ai pas de condition initiale, pas de condition finale. Alors, le principe, c'est que même si j'avais des solutions de viscosité, le principe, c'est qu'automatiquement, c'est borné dès que le temps est strictement positif. Ça, c'est à une constante près. Ça, c'est Hamilton-Jacobi. Et comme je peux renverser le sens du temps, ça va être aussi borné à près de t égale à 0. Bon. Alors, on va mettre ça en place. Et ça, c'est la régularité. Donc, U borné à une constante près. Alors, comment je normalise? Bon, on va commencer déjà en temps positif. Je normalise U avec infimum de U en t égale à 0, minimum de U, d'ailleurs, puisque on est sur un compact, minimum de U en t égale à 0 égale à 0. Bien. De sorte que si j'ai du sur dt plus h de gradient U positif ou nul, et que U est positif ou nul en t égale à 0, le principe du maximum pour les équations d'Hamilton-Jacobi me dit que U est supérieur à moins h de 0 fois t. Parce que la solution, c'est plus grand que la solution correspondant à d égale à 0 partout, et la solution correspondant à d égale à 0 partout, c'est moins h de 0 fois t. Pour reporter, ça fait ces solutions de l'équation. Bon. Alors déjà, j'ai une minoration, mais ce n'est pas ça que je veux, mais maintenant il me faut une majoration.
Alors, j'ai d'autre part l'information suivante, c'est que U de x et de t, comme du sur dt plus h de gradient u est inférieur ou égal à c, c'est plus petit que la solution correspondant à c avec la même condition initiale. En d'autres termes, c'est plus petit u de x et de t est plus petit que l'infimum sur tous les y de u de y et de 0 que je ne maîtrise pas, plus t fois h étoile de x moins y sur t. Et la moralité et la majoration dont je vous parlais est maintenant relativement claire, puisqu'il s'agit uniquement de dire que du coup U est majoré partout. Eh bien, cet infimum, je peux le majorer en prenant le Y qui correspond à U égale à 0 en T égale à 0. Si je choisis ce Y-là, le U de Y de 0, ça vaut 0. Et je peux donc majorer brutalement par T fois le sup de H étoile de xi sur T, sur tous les xi qui se majorent par, disons, le diamètre de mon cube. Bon, parce que j'ai un x qui est quelconque dans le cube, et puis j'ai ce y là. Bon, ben voilà. Ça me fait une majoration, mais cette majoration, en général, pensez h quadratique, ça fait du xi carré sur 2t. Xi carré, c'est du d2. D2 sur 2t, donc ça fait du D2 sur t. Ça explose quand t tend vers 0. Oui, c'est normal, parce qu'on peut résoudre une équation d'Hamilton-Jacobi avec une donnée qui est plus infinie, sauf 0 en un point. Plus infinie partout, mais qui vaut 0 en un point. Et on a une solution finie. Et donc, comme je n'ai aucune condition aux limites, ben, je peux avoir ce problème-là. C'est bien pour ça que solution discrète ne suffit pas. Il faut une solution régulière. Donc la moralité, c'est que je sais que U est minoré, et j'ai obtenu une majoration pour tous les t qui sont strictement positifs. Maintenant, si je veux obtenir une majoration, j'ai majoration C delta, j'ai une minoration si t est supérieur à delta. Mais pour des temps petits, je n'ai pas de borne. Alors, comment je vais obtenir une borne? Je vais renverser le sens du temps et partir de grand T maintenant. Puisque j'ai une borne en grand T, je peux repartir de grand T. Et ça, comment j'écris les choses? Bien, j'ai dit, si vous voulez, j'ai introduit U tilde de S égale U de grand T, c'est le dernier point, de grand T moins S. Et donc, j'ai bien entendu du tilde sur ds est égal à H de gradient U tilde, de sorte que U tilde en S et en X est donné par le sup sur tous les Z de U tilde en 0 et en Z plus H étoile au sens de moins de Z moins X sur S et un S d'abord. À nouveau, la solution de l'équation de Hamilton-Jacobi. Oh, quand j'ai dit égal à 0, non. Je dis des bêtises. Ce que je sais, c'est que c'est inférieur à ceci plus une constante. D'ailleurs, quand j'ai écrit l'inf, je pense que j'ai oublié des constantes qui flottaient. Et donc, utile de ce que je peux dire, c'est que c'est inférieur à cette formule, qui est la solution de ceci, plus un C fois S. Et donc, je vais en déduire que U de T et de X se majore par C fois grand T moins petit t, c'est le CS. Le U tilde de 0, c'est U de grand T, mais celui-là, je peux le majorer par une constante, j'ai déjà obtenu. Et puis tout ça, à nouveau, je le majore par plus grand T moins petit t, le sup sur tous les états de moins H étoile de état sur grand T moins petit t. Et ça, c'est état majoré par le diamètre
de haut. Bon, bref, donc grâce à la formule rétrograde, j'obtiens une majoration sur U. J'ai obtenu donc une minoration globale, une majoration pour tous les temps dès qu'on avait décollé de 0, et en retournant le sens du temps, je récupère une majoration globalement. Bon, donc ça c'est conséquence des équations d'Hamilton-Jacobi. Si on a une solution régulière de l'équation d'Hamilton-Jacobi, ou plus exactement d'une inéquation d'Hamilton-Jacobi où du sur dt plus h de gradient U est borné, ça entraîne que U est borné à une constante près. Ça c'est un fait général, et voilà le petit jeu qui permet de le démontrer. Donc où en est-on? Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je m'intéresse à mon système de jeu à champ moyen, et j'ai obtenu des estimations a priori sur M, c'est-à-dire sur du sur dt plus h de gradient U, et j'ai obtenu des estimations a priori sur U. Il va me rester des estimations a priori sur le gradient U. Une fois que j'aurai obtenu des estimations a priori sur le gradient U, j'aurai de la régularité, et j'aurai effectivement résolu de manière complète ce problème que j'appelle le problème de planification. Donc il va bien marcher. Mathématiquement, c'est un peu plus lourd, on se sert pas mal de choses sur les équations elliptiques semi-linéaires, quasi-linéaires, mais enfin bon, rien de bien méchant. Sur ce, je souffle un peu avant le séminaire. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, ça suffit.